Merci au Comuche pour l'invitation. Merci à mon ami Mathieu. Merci à toutes et tous d'être aussi nombreux. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux. Donc Mathieu m'a gentiment demandé de vous parler des questions de demain autour de l'arrêt cardiaque. Puis je me suis dit, merci Mathieu, c'est super sympa. Les nouvelles recommandations viennent de sortir. 20 minutes pour parler de toutes les questions de demain sur l'arrêt cardiaque. Je ne vais pas tenir, donc je vais essayer de me concentrer vraiment sur les grandes questions. Et puis surtout, on va se demander pourquoi il faut se poser des questions. Parce que se poser des questions, c'est bien, mais pourquoi ? Vous savez bien que l'arrêt cardiaque, c'est hyper fréquent, qu'on en meurt beaucoup, qu'il y a à peu près 50 000 cas par an en France, et que un des grands objectifs d'amélioration, c'est ça. C'est seulement à peu près la moitié des témoins qui massent avant l'arrivée des secours. Deuxième grande question, c'est ça. Taux d'application du défibrillateur en France, à l'échelle nationale, c'est 8%. Donc on est dans le ventre mou bas de ce qui se passe dans le monde. Et puis surtout ça. En France, on survit à peu près aux alentours de 5% des arrêts cardiaques extra-hospitaliers, dont la moitié finissent avec des séquelles graves, très incapacitantes, avec un CPC au moins à 2, c'est-à-dire avec des séquelles majeures. Et puis aussi parce qu'il y a de grandes inégalités territoriales, socio-économiques de prise en charge, de survenue de l'arrêt cardiaque, de prise en charge de l'arrêt cardiaque, notamment à l'échelle de la population, des témoins. Plus vous êtes pauvre, moins vous êtes blanc dans tous les pays du monde, ou en tout cas moins vous ressemblez à l'ethnie dominante, au groupe ethnique dominant, moins on vous masse, moins vite les secours arrivent, et plus vous mourrez. Et donc, plus vous êtes... Ah, ça ne fonctionne plus. Si plus vous êtes pauvre, moins vous êtes massé, moins vous avez de défibrillateurs, moins vous survivez, et plus vous survivez avec des grosses séquelles. Et donc, malgré les efforts de toutes ces dernières années, on est nul. Il faut qu'on fasse mieux. Alors la question, c'est quand est-ce qu'il faut se poser des questions ? Parce que se poser des questions, c'est bien, mais à quelle étape il faut se poser des questions ? On va se poser des questions à tous les chaînons de la chaîne de survie. La nouvelle chaîne de survie, là, je vous apprends rien, les nouvelles recommandations ERC viennent de sortir, vous les avez toutes et tous lues, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a une nouvelle chaîne de survie avec quatre maillons. On va d'abord se poser des questions avant la survenue de la douleur thoracique, en tout cas avant la survenue de l'arrêt cardiaque. Les grandes questions auxquelles on va essayer de s'atteler à répondre sur les prochaines années, c'est ça. Mais est-ce que ça va nous aider avant la survenue de l'arrêt cardiaque, à prédire la survenue de l'arrêt cardiaque ? Si demain, je suis capable de vous dire, ou nous sommes capables de vous dire, dans tel quartier, à telle période, à tel horaire, il va y avoir 2 ou 3 arrêts cardiaques, dont la moitié ou plus présente des facteurs pronostiques favorables, des jeunes, des rythmes choquables, etc. Peut-être qu'on va pouvoir se réadapter et réallouer une équipe ou des équipes RH pour répondre mieux que ça. Et donc, l'intelligence artificielle, c'est juste de la stat qui apprend, et la stat qui apprend sur des grandes données, sur des grandes cohortes d'arrêt cardiaque, elle est capable de nous identifier, par exemple, des facteurs environnementaux qui vont augmenter le risque de survenue de l'arrêt cardiaque. Par exemple, plus il fait froid, plus vous savez que le lendemain, il va y avoir d'arrêt cardiaque. Je crois qu'on est dans une région où de temps en temps il fait froid. Et vous savez que quand il y a maintenant, vous savez, avec l'intelligence artificielle, c'est très clair. C'était connu avant, c'est confirmé avec des modèles qui apprennent sur des larges cohortes. Vous savez que les modifications rapides de température vont entraîner des arrêts cardiaques. Est-ce que vous êtes prêts demain à ajouter des équipes ou des équipes soignantes quand il fait froid la veille ? Peut-être qu'il va falloir le faire. Bon, bref, vous savez, plus il fait froid, plus il y a de modifications de température, plus il y a d'arrêt cardiaque. Ça vient. L'intelligence artificielle, elle nous permet de faire ça, encore une fois, sur des grandes données historiques. On est capable maintenant de savoir que l'arrêt cardiaque, comme d'autres pathologies, se distribue de façon très répétable, très reproductible, on va dire, très reproductible en fonction de la chronologie. Donc vous savez qu'en hiver, il y en a beaucoup, en été, il y en a moins, et on est capable de rentrer dans une précision, dans une granularité assez intéressante en disant, plutôt le lundi et le mardi, j'exagère, mais plutôt le lundi et le mardi en hiver, vous savez qu'il va y avoir un peu plus d'arrêt cardiaque que le vendredi et le samedi en été. Une fois qu'on sait ça, à l'échelle populationnelle, à l'échelle d'un territoire, d'une nation, très bien, on va aussi regarder si, à l'échelle individuelle, on est capable d'identifier des facteurs qui vont prédire la survenue de l'arrêt cardiaque.
Et donc, sur des très grandes cohortes, pareil, d'arrêt cardiaque historique, couplées à des données de santé, parce que c'est comme ça que l'intelligence artificielle fonctionne, hein, sur des très grandes bases de données, couplées à des données du SNDS, par exemple, ou de la consommation de soins dans les 5 années précédant la survenue de l'arrêt cardiaque, eh ben, les modèles d'intelligence artificielle sont capables de vous dire, ce patient-là, ou ces patients-là, ils ont un risque qui augmente d'année en année, même si ils n'ont pas consommé de soins cardiologiques dans les années précédentes ou qu'ils n'ont pas eu d'hospitalisation. On est capable de dire, avec des modèles d'intelligence artificielle, que à peu près 30% des patients qui passent sous les radars habituellement sont en fait à risque de survenue d'un arrêt cardiaque. On est capable de prédire un risque individuel de survenue de l'arrêt cardiaque. La deuxième étape importante, hein, c'est au moment de la reconnaissance, c'est-à-dire avant que les patients appellent. Comment on va pouvoir améliorer ce non-sens des gens qui mettent des gens inconscients qui ne respirent pas ou qui ne respirent pas normalement sur le côté en disant « ça va aller Thierry, ça va aller ». Maintenant Thierry, il est mort et donc Thierry, il va falloir qu'on développe des systèmes d'éducation profonde, à la fois initiale chez les enfants, puis évidemment dans la population. Et l'intelligence artificielle ou la technologie, hein, vous avez compris, je me suis focalisé sur la technologie, demain, Minority Report, tout ça. Ben, la technologie, elle va pouvoir nous aider à différencier si Thierry fait un gros dodo ou si Thierry, eh ben, il est en train de gasper et qu'il est déjà en train de mourir. Et par exemple, on a tous ça à la maison, je crois. En tout cas, on a beaucoup d'entre nous avons ça à la maison, une petite enceinte connectée. Ben, l'enceinte connectée, si vous lui faites apprendre avec des filtres et avec des algorithmes de tri et de traitement du signal sonore qui lui parvient, ben, vous êtes capable d'avoir une AUC, une aire sous la courbe à peu près à 1. Donc on dit classiquement qu'il n'y a pas de test diagnostique à une AUC à 1. Ben, l'intelligence artificielle réussit à avoir une AUC à quasiment 1, c'est-à-dire à ne jamais rater ni les vrais négatifs, ni les vrais positifs. Elle est capable également de trier et d'identifier, je ne sais pas si on voit, monsieur, oui. Ce joli violet dans le rouge, là, c'est sûr que ça sort vachement bien. Mais si vous regardez les points, il y a des points bleus, il y a des points blancs. Les points bleus sont les ronflements physiologiques normaux de Thierry et Christine qui dorment et qui ronflent. Il y a les bruits rouges des gens qui sont morts, qui sont en train de gasper. Et en fait, l'intelligence artificielle, là, cette petite enceinte connectée, elle est capable de discriminer des gens qui ronflent normalement parmi une population de sons de gens morts. C'est-à-dire qu'il y a des gens vivants qui font des sons de gens morts et ces algorithmes d'intelligence artificielle sont capables de dire « Non, il n'est pas mort, Thierry, il ronfle vraiment ». Et puis, plus vous faites entraîner l'intelligence artificielle, plus rapidement elle apprend et 0% de faux positifs. On a tous beaucoup, en tout cas, des dispositifs connectés, des montres connectées. Ben, la montre connectée, c'est peut-être un avenir, une question pour l'avenir, sur comment mieux détecter de façon automatique la survenue d'événements graves comme l'arrêt cardiaque. Donc, il y a les montres connectées, et puis il y a d'autres choses. Il y a des constructeurs qui réfléchissent à des bagues connectées, il y a des constructeurs qui réfléchissent à des semelles connectées, des constructeurs qui réfléchissent même à des sous-vêtements connectés, c'est-à-dire pour augmenter l'application automatique de capteurs sur les gens pour éviter l'oubli. Ah, j'ai pas pris ma montre et je suis mort. Ben oui, je suis mort, mais j'avais pas ma montre, donc je pouvais pas prévenir. Ça pose problème chez les gens non mariés qui sont nus, mais ça, c'est une autre question. Et alors, la vraie question pour demain, là-dessus, c'est quand même que, oui, on envisage des choses qui sont technologiquement très intéressantes, intellectuellement très intéressantes, mais avant ça, voilà, une des meilleures montres sur le marché, des meilleurs capteurs, un des meilleurs algorithmes sur le marché pour détecter l'arrêt cardiaque, et ben en fait, il est soumis à des problématiques de captation du signal, et le seul endroit où, pour l'instant, ça fonctionne très bien, c'est au bout du doigt. Donc, il faudra avoir le slip au bout du doigt toute la journée pour détecter l'arrêt cardiaque, ce qui pose un problème. En tout cas, c'est une option. À l'étape de la régulation, ou en tout cas à la réception de l'appel, hein, quand les gens sont décidés à nous appeler,
eh ben, il va falloir qu'on fasse mieux que ce qu'on fait actuellement parce qu'on n'est franchement pas des champions à l'échelle mondiale. La sensibilité, la détection de l'arrêt cardiaque dans les centres de régulation, dans les centres d'appel urgent, c'est franchement pas terrible. C'est aux alentours de 50% en valeur médiane, avec une VPP aux alentours de 70%. Et même si on est des champions du monde, alors je vous prie de m'excuser, j'ai mis la Tour Eiffel, j'aurais dû mettre le château du Haut-Königsbourg, je vous prie de m'excuser. Comme ça, je l'ai placé. Mais en tout cas, on est des champions et on se dit, ouais, bah, nous, dans nos systèmes médicalisés, on fait vachement mieux. Bah, en fait, dans le SAMU, ou en tout cas dans le centre de traitement des appels du monde, c'est-à-dire le meilleur centre de traitement des appels du monde, c'est-à-dire à la BSPP, le taux de détection, historiquement, était de 61%, ce qui est franchement pas terrible. Ils ont mis en place, comme recommandé, des algorithmes de détection de l'arrêt cardiaque, le no-no-go, il respire pas. Il respire non, il est conscient non, alors on fait masser. Ils ont mis en place aussi le top ventre. Mettez la main sur le ventre et dites-moi top à chaque fois que ça respire. Si c'est inférieur à 7 par seconde, on fait le massage. Ils sont passés de 60 à 90%, un peu plus de 90% de taux de détection, ce qui est bien, mais ça fait quand même beaucoup de ratés. Et donc, il va falloir qu'on fasse mieux que ça, et notamment à l'échelle mondiale, il faut faire beaucoup mieux. Et je vous le donne en mille, comment on fait beaucoup mieux ? Avec des choses qui ne réfléchissent pas et qui sont capables d'analyser immédiatement en temps quasiment réel, avec une capacité d'entraînement faramineuse, c'est-à-dire les algorithmes de traitement en langage naturel que sont l'intelligence artificielle et l'équivalent des chatbots. Eh ben, vous voyez sur cette magnifique figure qu'à 17 secondes, l'algorithme, il infléchit drastiquement et de façon catastrophique son risque d'arrêt cardiaque, alors même que l'humain, lui, est en train de demander quelle est votre adresse ? Ok, je vais essayer de vous aider à faire de la PLS ou peu importe. Donc, l'algorithme d'intelligence artificielle est très probablement supérieur, en tout cas en capacité de calcul et en rapidité d'exécution, à ce que nous faisons. Il va probablement nous être d'une grande aide à l'avenir. Et voilà, et cette vidéo ne fonctionne pas, mais ça, c'était attendu. Donc, comme vous pouvez le voir et entendre, c'est un logiciel d'aide à la régulation. Et en fait, vous voyez sur votre logiciel de régulation une fenêtre qui s'allume, qui fait du traitement en temps réel de l'appel du langage, donc qui extrait des mots-clés, qui extrait des ambiances sonores et qui est capable de dire « derrière ça crie, derrière ça pleure ». La dame, elle est très angoissée, est-ce que tu as entendu, etc. Donner des codes couleurs sur la chaleur et le risque de l'appel, et qui est capable aussi de vous dire « attention, elle a dit il n'est pas tout à fait conscient, elle a dit il respire pas tout à fait normalement, est-ce que tu l'as entendu ? Est-ce que tu as envisagé que ce soit un arrêt cardiaque ? Est-ce que tu peux, s'il te plaît, demander la PLS, le massage cardiaque, etc. » Donc, vous voyez, ça marche très bien, désolé. Sauf qu'il y a un essai randomisé, donc le niveau de preuve le plus élevé au monde aujourd'hui dans l'intelligence artificielle sur la régulation, il est négatif. Il est négatif, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle n'a pas fait mieux que le groupe contrôle, c'est-à-dire n'a pas fait mieux que les humains. Et donc, on est bien avancé de dire que sur le papier, ça marche vachement bien, en pratique réelle, ça ne marche pas. Sauf que une des grandes limites de cette étude, de la seule sur laquelle on s'appuie pour dire c'est pas supérieur, c'est que ça a été appliqué dans un centre de régulation danois où en fait les gens sont des robots, ils sont à plus de 90% de détection de l'arrêt cardiaque, et donc l'algorithme a fait 93,90 ou 91%. C'était statistiquement non significatif, mais on a quand même gagné. Et puis surtout, le message clé de cette étude, c'est que en fait, les gens n'ont pas écouté l'intelligence artificielle. Vous voyez la courbe bleue ? La courbe bleue, c'est l'air sous la courbe, l'équivalent de l'air sous la courbe de l'intelligence artificielle, et les courbes jaunes, c'est ce qui a été fait par les humains. Vous voyez que l'intelligence artificielle est à détecter toujours ou très souvent l'arrêt cardiaque, mais que les humains n'ont pas suivi les recommandations. Donc, plutôt que des chiffres statistiques, etc., peut-être qu'il va falloir réfléchir à ça. Bon, bref, l'intelligence artificielle, ça va fonctionner. Même si, de temps en temps, ça se casse un peu la binette,
parce que je suis poli ce matin, avec une valeur prédictive négative très élevée, mais forcément une valeur prédictive positive très faible. Et puis surtout, ça se casse la gueule, voilà, je l'ai dit, pardon, parce que c'est des modèles qui s'entraînent sur les données existantes, et que quand les données réelles captées sont divergentes des données d'entraînement, eh ben, l'algorithme, il sait pas faire. Donc, les autres motifs rapportés par les gens, ils savent pas faire. Quand les patients disent, les appelants disent, ils respirent normalement, bah, on sait pas faire puisque normalement, c'est pas un arrêt cardiaque. Les barrières de langue, c'est difficile à faire, etc. Et ils savent pas faire la mort certaine. Bref, il y a encore des choses à améliorer. Il y a des choses à améliorer sur la défibrillation. Vous savez que chaque minute écoulée sans défibrillation, c'est 20% de RACS en moins. Vous savez que l'accessibilité aux défibrillateurs publics est catastrophique. C'est-à-dire que les défibrillateurs ne sont pas là où surviennent les arrêts cardiaques. Et surtout, ils sont positionnés selon une doctrine de grille géographique à distance euclidienne, c'est-à-dire à distance à vol d'oiseau. On dit, bah voilà, on a mis les défibrillateurs là, pour qu'à vol d'oiseau, ils soient toujours à 300 mètres de nos valeurs médianes de survenue d'arrêt cardiaque, sauf que nous ne sommes pas des oiseaux et que nous utilisons une distance réseau. Donc déjà, il y a un problème de paradigme. Et puis en plus, quand vous allez trouver des défibrillateurs, eh ben, il y en a seulement 20%, vous voyez en bas à droite là, il y en a seulement 20% en France qui sont accessibles H24, 7/7. La première chose que j'ai faite en rentrant au Tanzmatten hier, c'est d'aller vérifier où était le défibrillateur, s'il était entretenu, maintenu, donc septembre 2026, les organisateurs septembre 2026, il va falloir vérifier le défibrillateur ici. Et puis surtout, si hier soir, en sortant, on avait eu un ou une collègue malheureusement qui avait fait l'arrêt cardiaque 1 heure après la fermeture des Tanzmatten, eh ben, le défibrillateur était derrière la vitrine fermée et donc on n'aurait pas bénéficié de l'application de ce défibrillateur. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et donc une des questions pour demain, c'est est-ce qu'on ne va pas pouvoir plutôt apporter les défibrillateurs plutôt que de penser que les gens vont pouvoir en retrouver un facilement. Vous avez entendu parler des drones, c'est super. Ça, c'est un truc de demain à aujourd'hui. Voilà comment ça se présente. Il y a un pilote dans le SAMU, le centre de traitement des appels, qui active le drone et qui vérifie si on peut livrer le défibrillateur avec un filin. Vous voyez, figure ici, avec un filin. Et on envoie le défibrillateur au pied des patients. Et donc, comme je suis très fort en intelligence artificielle et en prédiction du futur, je suis certain que cette vidéo va fonctionner. Elle ne fonctionne pas. Eh ben, c'est pas grave, au moins vous avez l'image. Donc vous pouvez imaginer que vous êtes le drone, voilà, et que vous voyez la campagne suédoise, où c'est le premier pays au monde qui vole en pratique courante depuis 2020. Vous voyez la campagne suédoise, et puis vous, en hiver, vous survolez une résidence, une zone pavillonnaire, et vous arrivez un peu plus loin où, dans l'allée du pavillon, il y a un monsieur mort qui est en train de se faire masser par son voisin, et vous voyez le filin du drone qui livre le défibrillateur au pied du voisin qui essaye de ne pas se casser le fémur pour aller dans son allée enneigée, pour aller récupérer le défibrillateur. Il applique le défibrillateur plus de 5 minutes avant l'arrivée des équipes de secours, qui trouvent un patient avec un rythme et des signes de vie. Premier patient qui a été publié dans New England, sauvé par la chaîne de survie, mais surtout par les défibrillateurs, par les drones. Les drones, ça va plus vite, ça arrive avant les équipes de secours, et surtout, ça réduit la variance de la distribution des délais, c'est-à-dire que c'est toujours très court, contrairement aux ambulances et aux moyens terrestres, qui sont un peu plus étalé et parfois très long. Ça multiplie le taux d'application à peu près par 2 en Suède, là, depuis quelques années. Ça augmente le taux de choc électrique externe avant l'arrivée des secours. Le lien sur le pronostic vital et fonctionnel est encore incertain, probablement un peu un manque de puissance. Vous avez peut-être entendu parler de cette technologie qui est déjà aujourd'hui en France. Je vous invite à venir au Congrès Urgence 2026, où il y aura une conférence exceptionnelle à ce sujet. Voilà, je l'ai placé. Mais ça vole enfin en France, dans la région rouennaise. Et on a pour vocation à l'évaluer. Je ne suis pas rouennais, mais je travaille là-dessus, avec les gens de Rouen, bien entendu. Et on a vocation à l'étendre à tous les territoires et à évaluer pour la 2e fois au monde l'efficacité de cette technologie.
On est nul en application des patchs d'électrodes, des électrodes de défibrillation. On les applique toujours au mauvais endroit. Donc les recommandations disent que voilà, il faut bien les appliquer. Et donc la question pour demain, c'est est-ce qu'il va falloir qu'on se penche sur l'application des électrodes, que ce soit en changement de vecteur ou en double défibrillation séquentielle, vous en avez entendu parler. Les recommandations disent pour l'instant la double défibrillation séquentielle, c'est non, pour un manque de données et puis surtout un niveau de robustesse de la donnée. Peut-être qu'on va plutôt faire du changement de vecteur. Donc la question pour demain, qui va commencer coordonnée par Grenoble, là-haut c'est Grenoble. Grenoble aussi c'est joli. Il n'y a pas que Célestat dans la vie, ça rime en plus. Est-ce qu'on va faire de l'antéro-postérieur plus que... voilà. Je vais accélérer sur, une fois qu'on a réfléchi à l'application des défibrillateurs, est-ce que les défibrillateurs ils peuvent faire mieux que ce qu'ils font aujourd'hui ? Vous savez que 50% des fibrillations ventriculaires récidivent à 75%. 75% des fibrillations qui récidivent le font en moins de 120 secondes, c'est-à-dire avant la fin de votre premier cycle de massage. Et donc, il faut qu'on soit capable de détecter sous massage la fibrillation. Rapidement, vous me dites 1, 2, 3 ou 4, quelle est la fibrillation ventriculaire per massage là ? Voilà. Merci pour votre participation. Eh ben, c'était la 4e. Ça, c'est normal que nous ne sachions pas le faire. Les algorithmes d'intelligence artificielle savent le faire en expérimental. Il y a des protocoles qui vont être et qui sont en cours de déploiement sur les vrais patients pour essayer de capter le signal per massage et donc réduire cette fameuse sacro-sainte durée de 2 minutes de massage avant chaque analyse pour faire mieux et choquer dès qu'on peut. Les défibrillateurs ultra-portables, alors les ultra-portables, on va les mettre certainement, vous en avez entendu parler évidemment, dans le sac à dos des citoyens sauveteurs, qui depuis quelques années en fait sont de plus en plus nombreux, qui sont de plus en plus proches. À gauche, c'est la distance, la proximité, à l'arrêt cardiaque à l'échelle populationnelle. Il y a de plus en plus de citoyens sauveteurs, ils sont de plus en plus proches des arrêts cardiaques, ils arrivent de plus en plus vite, etc. Et quand ils arrivent, ils appliquent le défibrillateur quasiment jamais. Quasiment jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils ne le retrouvent pas, parce que, tout ce qu'on a dit avant, ils ne le retrouvent pas, il n'est pas accessible, il n'est pas maintenu, etc. Donc il va falloir qu'on fasse mieux que ça. Donc il va falloir qu'on mette des défibrillateurs ultra portables dans le sac à dos des citoyens sauveteurs. Ça, c'est une question pour demain. Plutôt que d'avoir des citoyens sauveteurs qui vont chercher des défibrillateurs sur les murs et dans les pharmacies, ils l'auront directement dans le sac ou dans la poche. Et puis, il y a d'autres technologies, par exemple GeoCœur. Vous êtes dans la rue, vous n'êtes pas du tout inscrit sur les applications de citoyens sauveteurs. Vous passez devant un défibrillateur qui sonne et qui dit « Il y a un arrêt cardiaque, prenez le défibrillateur, je vais vous emmener à l'arrêt cardiaque ». Ça, c'est une stratégie pour améliorer l'accessibilité aux défibrillateurs. Et puis, il y a d'autres stratégies. C'est pas si futuriste que ça, puisque ça se passe à Singapour. Depuis quelques années, à Singapour, les taxis ont des défibrillateurs. Et ils sont activés par les services de secours, puisque eux quadrillent la ville, et ils arrivent avant les services de secours, et donc ils appliquent des défibrillateurs qui sont maintenus. Est-ce que, quand on arrive, nous, on peut améliorer des choses ? J'ai vu le délai. L'échographie cardiaque sur l'identification des causes curables, ça ne sauve pas les patients. Seulement 3 études avec un niveau de preuve qui est très faible sur le pronostic des arrêts cardiaques après échographie, ça ne marche pas. Les recommandations américaines nous disent, ne faites pas d'échographie. Les recommandations européennes disent, faites de l'échographie si vous savez faire, si vous êtes très expert, si vous Donc, c'est difficile. Et nous, on se retrouve comme ça, avec des arrêts cardiaques dans la rue, le bordel, on transpire, les échographies, on n'arrive pas à les faire, le patient est non échogène, on ne sait pas enregistrer les images, etc. Donc, on fait des mauvaises échographies. Moi en premier. Demain, probablement, c'est en cours de développement, probablement que nous allons voir pendant notre carrière ce genre d'échographe, c'est-à-dire des petits patchs comme des pansements anti-ampoule, là, vous mettez au talon, on les place sur le thorax, et c'est capable, avec des algorithmes d'intelligence artificielle, de reconstruire évidemment les imageries, d'analyser la FEVG, le rythme et le pronostic des patients d'arrêt cardiaque. Sur l'adrénaline, vous savez que l'adrénaline, ça fait survivre les gens, mais ça fait mourir des cerveaux. Et donc, il y a une question sur le délai d'introduction, comment on peut réduire le délai d'introduction de l'adrénaline. En France, la première dose d'adrénaline, elle est à 25 minutes après l'appel, puisqu'elle est faite majoritairement par les médecins du SMUR. Peut-être qu'il va falloir le faire avant
c'est-à-dire par les équipes paramédicalisées, notamment les équipes pompiers, on en discute, et puis on en revient à ce qui se passe dans la technologie demain, peut-être les drones avec la livraison, non seulement du défibrillateur, mais aussi d'un kit médical complet avec l'anapène pour l'anaphylaxie ou l'adrénaline pour les pompiers qui sont arrivés 5 minutes avant ou pour les témoins. J'ai passé très vite sur les questions futures de la technologie, du massage cardiaque, de la réanimation spécialisée. Peut-être qu'il va falloir faire du head-up avec des dispositifs qui vont mettre la tête en proclive, les patients en proclive. Pourquoi en proclive ? Pour diminuer la pression intracrânienne et augmenter la pression de perfusion cérébrale. Ça, peut-être que certainement on va le voir. Ça va être commencé pareil à Grenoble. Ces gens terribles qui font beaucoup de recherches cliniques sur l'arrêt cardiaque. Et on va voir si ça va être positif. On se pose la question aussi beaucoup de l'ECMO. Alors l'ECMO, est-ce qu'il faut en faire ? C'est super. Il y a des gens à Paris qui font de l'ECMO sur la Tour Eiffel. Peut-être qu'un jour, il y aura sur le château du Haut-Königsbourg. Bon, bref, c'est bon, c'est fait. La vraie question, pour demain, c'est est-ce qu'il faut faire de l'ECMO, numéro 1 ? Niveau de preuve incertain, des études sont en cours. Est-ce qu'il faut la faire en pré-hospitalier sur le quai du métro ou est-ce qu'il faut aller très vite sur une doctrine du mothership à l'hôpital, dans un objectif de low flow très très court. Mais ça, on n'est pas certain de la meilleure stratégie à adopter. On s'écharpe à ce sujet. Et moi, je dis, très simple, on va les mettre dans des ambulances volantes, les amis. C'est-à-dire qu'on va mettre des équipes de critical care, des équipes de SMUR, dans des véhicules qui vont arriver très rapidement auprès des patients, se garer, et donc délivrer ce qu'il y a à délivrer, un défibrillateur, une ECMO, ou autre chose. Et pourquoi on parle des ambulances volantes demain ? Parce que c'est pas si futuriste que ça. Les ambulances volantes, c'est testé depuis 2017 dans le désert israélien. Ça a failli voler à Paris au JO, ça a été raté. Ce n'est que partie remise. Et sur des modèles théoriques, ça montre que ça diminue la variance de la distribution des délais d'intervention et que ça fait gagner beaucoup de temps sur le délai d'arrivée des SMUR, donc des équipes spécialisées. Et que en théorie, on est capable d'arriver très rapidement en SMUR ou en équipe spécialisée, par exemple, ECMO, à l'échelle d'une grande région, sur les arrêts cardiaques. Et on arrive quasiment tout le temps, modèle théorique encore une fois, on arrive quasiment tout le temps avant les SMUR. Donc peut-être qu'un jour, vous verrez nos collègues Alice Hutin et Lionel Lameau, qui sont les spécialistes de l'ECMO en France, voler dans ces véhicules. J'en ai pour 2 minutes et donc je vais avoir... Et la question pour demain, c'est comment on passe d'une chaîne de survie telle qu'on la connaît, telle qu'on l'a apprise, à une formule de survie avec un vrai continuum entre la prédiction, la détection rapide, le guidage des gestes, l'acheminement d'une technologie et des équipes spécialisées auprès de patients pour effectuer de la réanimation spécialisée avancée, puis la filiarisation vers les centres spécialisés. Comment on passe de la chaîne de survie à cette fameuse formule de survie tournée vers la survie neurologique et le bon pronostic neurologique ? Probablement comme ça, en utilisant mal l'intelligence artificielle qui met des patients en vrac, en envoyant des taxis ou des témoins ou des super citoyens sauveteurs avec dans leur sac des défibrillateurs, dans leur coffre des défibrillateurs intelligents, de venir couvrir leur mobilisation par derrière, évidemment, des ambulances intelligentes, j'en ai pas parlé parce que je n'avais qu'une demi-heure, je suis désolé, et surtout avec des drones qui vont vérifier que le défibrillateur est bien arrivé, livrer de l'adrénaline, pour que les pompiers qui arrivent très rapidement fassent ce qu'on ne peut plus faire chez ce patient complètement en vrac. 28 minutes, je vous remercie pour votre attention.